Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un petit peu plus longue sur les 4 piliers de la mobilité. En yoga, on parle de mobilité, enfin on parle de mobilité dans absolument toutes les disciplines, mais qu'est-ce que vraiment la mobilité? Comment on les décompose en 4 piliers? Mais ces 4 piliers vont bien sûr ouvrir la porte à d'autres choses, comme par exemple le seuil adaptatif, voilà, comme plein d'autres choses. Le premier pilier de la mobilité, c'est la force. Souvent, on pense à la souplesse, mais souplesse sans force, c'est, j'ai pas envie de dire que c'est moins bien que force sans souplesse, mais disons que d'expérience, des gens qui sont très souples ont plus de mal à trouver la force, alors que des gens forts, qui ont plutôt tendance à faire du muscle, à être à l'aise sur des choses de force, des abdos, etc., des choses de retenue, eh bien, ont moins de mal à trouver la souplesse. Alors, c'est long, c'est un long processus, la souplesse, et on pense qu'avec le yoga, on peut aller au bout de la souplesse, mais quand on fait vraiment de la mobilité, on augmente vraiment sa souplesse. Donc, pour illustrer la force, il n'y a rien de mieux qu'un poids. En fait, en yoga, on fait tout avec le poids de corps, on n'utilise jamais des poids. C'est pour ça que c'est difficile pour les gens très souples de trouver leur force, puisqu'ils doivent résister à eux-mêmes, ils doivent trouver leur propre résistance. Donc c'est très difficile à illustrer, alors qu'avec un poids, on comprend tout de suite la notion de force. Je vais vous donner un exemple. Si je dois tout simplement lever le bras au-dessus de la tête pour faire handstand, chien tête en bas, quelqu'un de tendance souple va probablement étirer ses épaules en chien tête en bas. D'accord? Et moi, je vais lui demander de pousser dans les épaules, de pousser dans le haut du dos, de résister, mais elle ne va pas comprendre, en fait. Alors que si je lui donne un poids dans la main, ok, et que je lui dis, vas-y, va plus loin maintenant, va plus loin, vas-y, va plus loin, là, elle va comprendre. Elle va dire, ah, ok, là, en fait, il faut vraiment que je mette de la force. Right? Donc, si on veut bien illustrer, je trouve qu'un poids, c'est un très bon exercice, un très bon exemple. D'ailleurs, les poids, on s'en sert pour faire de la mobilité. Bien sûr, si ça fait 10 ans que vous faites votre Upavista Konasana de yogi et que vous avez mis de la force, voilà, vous êtes allé vous étirer, pas en souplesse complètement passive, mais vous êtes allé chercher de la force. Par exemple, vous avez mis les mains sur les épaules, vous avez résisté en gardant le dos droit. Ben, peut-être que maintenant, si on rajoute un poids, ça va être plus facile pour le cerveau, pour comprendre, il y a un poids, en fait, et ça va changer quelque chose. Effectivement, là, on va augmenter le poids, on va augmenter la charge, on va augmenter le seuil adaptatif, et c'est ce qui va faire qu'on va éviter les plateaux, toujours le même plateau, c'est-à-dire qu'on ne progresse plus. Donc le seuil adaptatif, c'est notre... voilà, un exemple tout bête, vous avez tous été en 6e, hein, vous avez tous fait l'athlétisme au collège, on fait un tour de stade, et puis après on fait 2 tours de stade, et puis après on fait tatati tatata jusqu'à ce qu'on fasse X kilomètres. Principe du marathonien, avant de faire 40 km, ben, il en fait 5, après il en fait 10, après il fait un semi, etc. Tout principe vraiment de collège, mais plus on fait, ben, plus on augmente, plus on monte, plus on progresse. Voilà, donc c'est ça, ce seuil, il faut augmenter le seuil à la charge, augmenter la force pour que le corps s'adapte, et il s'adapte, donc il va plus loin, Pour une phrase que vous pouvez écrire sur vos cahiers en rouge, souligner, hein, le corps est une machine à adaptation. Donc plus je vais augmenter la force, plus du coup je vais aussi augmenter la souplesse. Deuxième pilier de la mobilité, la souplesse. La souplesse, c'est la capacité musculaire et articulaire. Donc musculaire, muscle, à s'allonger et à se contracter, en tout cas revenir en position de repos. Donc je peux avoir une belle amplitude musculaire, je peux avoir des muscles qui s'étirent. Par exemple, moi c'est mon cas, c'est-à-dire que j'ai un corps qui s'allonge assez bien quand je me fais toucher, masser, taille, yoga, massage. C'est un truc que vous pouvez voir avec vos élèves. Quand vous voyez que vous arrivez à aller un petit peu plus loin dans taille, massage, que vous sentez vraiment le corps qui s'allonge, hein, la colonne vertébrale qui s'allonge, que vous sentez qu'il y a vraiment un allongement. Il suffit
attraper la main quand vous êtes en torsion, par exemple. Ça, c'est un très bon test. Quand vos élèves sont allongés sur le dos en torsion, ici, que vous attrapez sa main, et puis vous allez le tirer comme ça. Et vous allez voir, ça va beaucoup s'allonger chez certaines personnes. Puis chez d'autres personnes, ça ne va pas beaucoup s'allonger. Il n'y aura pas beaucoup d'étirement. Okay, donc ça, c'est plutôt, on va dire, une capacité du muscle à s'allonger, du corps à s'allonger, en fait des tissus à s'allonger, c'est aussi en lien avec les fascias. Et puis après, il y a aussi une amplitude articulaire, c'est-à-dire que moi, mon coude, il ne va pas aller plus loin. Mes articulations, mes os, donc l'os du bras et les deux os des avant-bras, c'est fini, ça ne va pas changer ça. Ça peut pas, ça s'arrête. Et puis il y a des personnes qui ont une amplitude là à plus de 180 degrés. Donc vous voyez, mon bras il est tout droit. Moi, je n'ai pas de valgus, je n'ai pas d'hyperlaxité au niveau du coude. Mais il y a des gens, le coude, il est tellement laxe, il y a tellement d'amplitude que c'est plus que 180 degrés. Pour voir si vous êtes laxe, hyperlaxe, il y a un test très simple. C'est 3 choses. C'est le pouce vers le bras, vers l'intérieur. Moi, mon pouce, il est très très loin. Vous voyez que mon pouce, il est très très loin de mon avant-bras. Mais si vous avez le pouce qui est tout près, que ça touche, c'est déjà que vous êtes un peu laxe, peut-être pas, parce qu'il faut faire 3 choses. Le pouce. Ensuite, index majeur vers l'arrière. Donc pareil, moi, je vais vraiment pas loin, mais je connais plein de gens qui vont beaucoup plus loin que moi, donc ils sont un petit peu plus laxes. Okay, et le coude. Donc le pouce vers l'intérieur, index majeur vers l'extérieur, et le bras tendu. Et là, on voit, si la personne elle a les 3 choses, on peut dire qu'effectivement, elle est laxe, hyperlaxe, beaucoup d'amplitude articulaire. Mais il se peut que vous ayez beaucoup d'amplitude articulaire à un endroit. Par exemple, ce que je vois souvent, c'est beaucoup d'amplitude articulaire ici, des personnes qui font le papillon avec les genoux tout près du sol, les personnes qui font le double pigeon très facilement, les personnes qui font aussi très facilement ce pigeon, où elles ont vraiment la jambe tout près qui touche là, d'accord? Et à côté de ça, on leur demande de faire Upavista Konasana, et là, c'est complètement, il n'y a plus rien. Donc, une souplesse articulaire n'en entraîne pas forcément une autre. Okay, autre exemple, quelqu'un qui va avoir, par exemple, moi j'ai beaucoup de back bend, beaucoup d'extension thoracique, je peux faire le pont, par exemple, Urdhva Dhanurasana, mais j'ai moins d'amplitude dans les rotations de la colonne. Donc, ce n'est pas une science exacte. Parfois, on est très ample dans un mouvement et beaucoup moins ample dans un autre mouvement. Donc, petit récap, la force, la souplesse musculaire, en tout cas la capacité de votre muscle à s'allonger. Donc ça, c'est aussi en lien avec le sport que vous pratiquez. Si vous êtes un runner, votre muscle, il a tellement l'habitude de faire ça, tac, 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 qu'il a tellement l'habitude de se recontracter très vite, que du coup, il va avoir beaucoup plus de mal et de temps à s'allonger. Mais si vous êtes un danseur ou un yogi ou un gymnaste, le corps, il a quand même eu l'habitude de beaucoup s'allonger. Donc, en moins de temps, il va s'allonger. Mais tous les muscles s'allongent. Le muscle, c'est ce qui s'allonge le plus dans le corps. Ce qui ne s'allonge pas, c'est le tendon, le ligament, ça ne s'allonge pas. Et les articulations, bien sûr, les os, ça ne s'allonge pas. Donc, on peut travailler vraiment la souplesse musculaire, yin yoga, étirement balistique, étirement contrasté, étirement en contraction statique, tout ce qu'on fait en yoga. On ne fait pas trop de balistique, on peut faire un peu de contrasté. Si vous ne comprenez pas étirement balistique, étirement contrasté, contraction statique, excentrique, concentrique, ça c'est vraiment revenir un petit peu sur les tout basico-basiques de l'anatomie, les types d'étirement, les types de contraction, 3 types de contraction musculaire, contraction concentrique, le muscle se concentre, le muscle se rapproche, contraction excentrique. Donc, pour vous donner un exemple d'une excentrique, je mets l'élastique autour de moi, comme ça, avec l'élastique, c'est beaucoup plus visible. Je vais allonger mon biceps. Donc, je pars de la position contractée vers la position allongée. Donc, je vais allonger mon biceps tout en le contractant. Donc, je contracte,
et je l'allonge, ok? Et, la contraction isométrique statique, toutes les postures du yoga. Je contracte, guerrier 2, et je ne bouge pas. Contraction isométrique ou statique. Les types d'étirements, maintenant, plusieurs façons de s'étirer. L'étirement passif, yin yoga, donc je fais rien. Okay. L'étirement contrasté, je vais par exemple beaucoup contracter, beaucoup serrer les jambes contre les bras, beaucoup, fort, donc à 300%. Je contracte, et ensuite, le contraire, je passe en passif. Je contracte, et pouf, je relâche. On le fait aussi souvent ici. Je contracte, donc je pousse le talon vers le mur de là-bas, là. Et après, pouf, je relâche. Donc contrasté, c'est facile à retenir, contrasté, parce qu'on fait le contraire. On contracte à fond et ensuite on relâche à fond. Et ensuite, vous avez le balistique. Typiquement, c'est aller chercher vraiment deux extrêmes assez rapides. Je prends ce mouvement-là, par exemple. Non, il ne faut pas que le reste du corps ne bouge. Je ne suis pas sur ma bonne épaule. Je vous montre en fente, ce sera beaucoup plus parlant. Donc, balistique, c'est ça. Tac, plein de petits rebonds. C'est très rapide. Ça peut être très petit, mais ça peut être très grand aussi. Pouf. Par exemple, un étirement balistique qui est très grand, c'est grand, rapide, mais grand. Là, je fais vraiment du balistique. J'envoie d'un côté et de l'autre. Ok ? Ça, c'est pour les étirements. Donc, force et souplesse. Maintenant, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Donc, il y a vraiment deux piliers qui sont de l'ordre du corps physique. Et puis, il y a deux piliers qui sont de l'ordre du psychologique, ou en tout cas du système nerveux. Bon, de toute façon, tout est toujours le système nerveux. Mais c'est la proprioception. La proprioception. C'est cette capacité à se repérer dans l'espace. Se repérer dans l'espace, ça améliore nos mouvements. Donc, je vous donne un exemple. Je vais fermer les yeux. Donc, je vais faire un mouvement. Admettons, je vais faire guerrier 3. Pas beau mon guerrier 3. Je fais un guerrier 3. Et maintenant, je vais me couper ma proprioception. Donc, je vais fermer les yeux. Je ne vais plus pouvoir me repérer dans l'espace. Et mon guerrier 3, il va être moins. Donc déjà, je n'arrive pas à tenir l'équilibre. Et même si je tiens l'équilibre, mon guerrier 3, il n'est vraiment pas beau. D'accord ? Guerrier 2. Et si je ferme les yeux, bon, pour le coup, j'y arrive parce que j'ai l'habitude. Mais ça peut, le fait de fermer les yeux, de ne pas se repérer dans l'espace, ça peut faire que le passage d'un mouvement à un autre, non seulement j'ai moins d'équilibre, donc en fait quand j'ai moins d'équilibre, ça veut dire quoi? Quand j'ai moins d'équilibre, je fais moins bien mes mouvements. On peut travailler l'équilibre, la proprioception, avec des exercices les yeux fermés, avec des exercices de neuro-yoga pour travailler le système vestibulaire. Ça se travaille, ok? Après, on va aussi vous parler d'interoception, cette capacité à ressentir mon corps de l'intérieur. Par exemple, je ressens que je suis en train de digérer, je ressens que j'ai faim, je ressens que... Donc là, je peux fermer les yeux parce que je ressens mon bras qui s'étire, je ressens une ligne entre le majeur, les muscles de l'avant-bras, le biceps, l'aisselle. Je sens, c'est vraiment une intériorité. Donc ça aussi, ça améliore notre mobilité, bien sûr. Et le quatrième pilier, et c'est peut-être même le plus important finalement, la décomposition du mouvement, l'apprentissage. Il faut apprendre un mouvement. Un mouvement, il y a des mouvements très, très simples. D'ailleurs, il y a deux types de mouvements. Les mouvements volontaires
et les mouvements involontaires. Par exemple, là, je lève le bras, je suis en train de vous parler. Là, ce que je fais, c'est un mouvement volontaire avec ma main. Je fais un mouvement volontaire. Par exemple, je porte ce poids, je fais un mouvement, c'est voulu. J'ai choisi, je prends le poids dans ma main. Mais il y a plein de mouvements involontaires. Sans vouloir, mes muscles se contractent. Mon centre se contracte. J'y pense pas. Ça se contracte. Et quelque chose se stabilise dans mon corps. Typiquement, quand vous faites la posture du guerrier 3, à nouveau, volontairement, vous penchez en avant, vous pliez légèrement le genou droit pour plus de stabilité au niveau du pied, vous cherchez une position du bassin neutre, vous tendez la jambe, vous décollez la jambe. Tout ça, c'est très volontaire, mais je ne sais pas si vous voyez, si je regarde mon pied, très involontairement, mon pied est en train de bouger. Il est en train de compenser. C'est pas moi qui le veux, ça. Ça se fait tout seul. Mouvement involontaire. Mouvement involontaire égale stabilité, stabilisation. Ça, c'est aussi une clé de la mobilité. Donc, comprendre qu'il y a des mouvements volontaires et involontaires. Okay ? Le mouvement involontaire, plutôt muscle profond et stabilisateur. Donc, la proprioception, elle est très importante pour travailler ces mouvements involontaires et ces muscles stabilisateurs. Maintenant, le lien avec la décomposition du mouvement, bien sûr, pour tenir debout, j'ai appris à marcher. Bon, je m'en souviens pas, mais pour faire guerrier 3, j'ai appris à faire guerrier 3, d'accord ? Je ne suis pas arrivée comme ça un jour, pouf, guerrier 3, j'ai appris. Il y a une prof qui m'a dit, fais ci, fais ça, plie le genou, penche le buste vers le bas, décolle le pied, stabilise le bassin, rentre le ventre, rentre les côtes, tend les bras vers l'avant. Il y a une prof qui m'a expliqué de faire ça. Jusque-là, c'est facile, on parle juste d'un guerrier 3. Quand vous voyez quelqu'un faire une posture, par exemple, quelqu'un qui fait ça, on est sur Instagram, puis là, d'un seul coup, on voit une posture comme ça. Moi, la première fois que j'ai vu des postures comme ça, je me suis dit, tu sais, tu essayes de le faire, puis déjà, tu ne sais pas comment faire, en fait. Déjà, tu ne sais même pas quel pied tu dois prendre dans la main. En fait, tu ne sais pas comment faire la posture. Tu ne sais pas. Rappelez-vous, moi, j'avais une prof incroyable, Tatiana, si tu veux, c'est la meuf la plus souple de la Terre. Tu vois Tatiana faire des trucs, tu as envie de faire pareil, tu la regardes, puis tu vois que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut attraper, le pied, la main, le genou, mais comment tu fais? Puis après, mais d'accord, le bras, il est là. Et impossible. Mais en fait, si je t'explique comment tu dois décomposer le mouvement, tu vas y arriver. Donc, par exemple, des fois, c'est juste ça qui manque à nos élèves. Ils pensent mais j'y arrive pas, mais j'y arrive pas, mais j'y arrive pas. En fait, si, c'est juste que tu sais pas, on t'a pas appris. C'est tout, on t'a pas appris le chemin. Ça, c'est super important. Donc, on t'a dit, ok, assieds-toi. Ok, tu t'assois. Très bien, ok. Tu poses le pied gauche comme ça. Ok, super, ça bouge plus. Maintenant, tu attrapes le pied droit dans la main gauche. Tu passes le bras droit en dessous de la jambe droite. Ok, là, jusque-là, on sait faire. Ok, maintenant, tu vois ton épaule, tu vois ton genou. Tu vas mettre l'épaule en contact avec le genou. Ok, super, pause. Maintenant, tu vois ta main gauche, tu vas la tourner comme ça. Tu vas tourner dans l'autre sens. Tu vas attraper le bord externe du pied droit. Ok, tu vas pointer le pied droit. Ok, tu vas re-rentrer l'épaule droite. Tu vas poser la main droite. Tu vas tendre, tu vas allonger le flanc gauche. Tu vas tendre la jambe droite, tatati tata, tu vas tourner la tête, tu vas pas. Et bien en fait, on y arrive. Vous voyez bien, on y arrive. Parce qu'on a décomposé le mouvement. Au même titre que ouvrir une porte. C'est 1 milliard de mouvements. Fléchir le bras, fléchir le coude, tendre le bras, anticiper, donc tourner la main vers l'intérieur, ouvrir les doigts de la main. Ça, c'est de l'anticipation involontaire, mais c'est de l'anticipation, donc d'où les mouvements involontaires. Hop, je tends, je plie les doigts, je tourne, je tire, je lâche, je tends. Vous vous rendez compte du nombre de mouvements? Et on m'a appris. Là, on parle d'une poignée de porte, ou chez moi, on dit une clenche pour tendre le bras, clac, clac, clenche, déclenche. On a appris tourner une clé dans une serrure.
on a appris. Aujourd'hui, vous ouvrez une porte sans jamais penser comment faire pour l'ouvrir. C'est vraiment le 4e pilier de la mobilité. Donc, tous ces piliers-là, mis bout à bout, nous donnent cette mobilité. À quoi ça sert d'être mobile? Ça sert à faire ça. Voilà. Ça sert à faire plein de choses facilement, à attraper une corde facilement, à ouvrir un placard facilement, à se pendre facilement, à sauter facilement, à attraper ses enfants facilement, à prendre son bébé dans ses bras facilement, à porter ses enfants, regarde comme c'est rigolo, facilement. En fait, à vivre, monter des escaliers, ouvrir une porte, monter sur un vélo, parce que moi j'ai vu des gens qui n'arrivaient même plus à descendre de leur vélo, en fait. Donc, oh my God! Donc voilà à quoi ça sert la mobilité. À vivre longtemps, à faire tous les mouvements le plus facilement possible, le plus longtemps possible, le plus fluidement possible. Voilà, donc j'espère avoir bien résumé les 4 piliers de la mobilité. Déjà bien comprendre ça et l'appliquer dans sa pratique, dans son enseignement. Devenir créatif dans son enseignement. Alors on n'a peut-être pas des poids, on n'a peut-être pas des poids pour faire Prasarita Padottanasana et travailler ici en mobilité avec plus de force et travailler son seuil adaptatif parce qu'on n'a pas de poids. Du coup, il faut être un petit peu plus inventif. Par exemple, si j'avais un poids sur le pied, je pourrais venir faire talon-fesse et porter 5 kg sur le pied gauche. Mais si je n'ai pas 5 kg sur le pied gauche, je peux, avec ma main, pousser dans mon pied. Donc mettre une charge, un poids, ou bien moi-même, et c'est ça qui est plus difficile à faire bien sûr, c'est moi-même imaginer que j'ai 5 kg et pousser plus fort et imaginer ces kilos en plus sur nous-mêmes ou imaginer des élastiques en plus sur nous-mêmes. Par exemple, je pourrais, pour faire compas, la posture que j'ai fait tout à l'heure d'attraper le pied dans la main, de tendre la jambe, je peux imaginer que j'ai un élastique et puis je tends la jambe, je tends l'élastique. Je peux le faire avec un élastique pour le travailler. L'élastique, c'est une force. Je peux mettre de la mobilité, je peux travailler à la coiffe des rotateurs avec un élastique, bien sûr. Je tire l'élastique pour travailler la coiffe, bien sûr. Mais si je n'ai pas d'élastique, mon élève, il va faire ça. Ça ne sert à rien. Si j'ai un poids, c'est plus intéressant, plus facile à comprendre. Si en plus mon élève, elle est super laxe et qu'elle n'a ni d'élastique, ni de poids et qu'elle n'arrive pas à l'imaginer, comment je fais? Peut-être je la pousse, je lui dis pousse dans ma main, pousse dans ma main. Donc ça, c'est au niveau des assistes, on leur demande de pousser. Et si elle n'a pas compris, il va falloir lui expliquer, il va falloir lui montrer, il va falloir toucher. Et parfois, ça fait des beaux déclics. Donc on peut prendre une brique, on n'a pas de poids nous dans les salles de yoga, mais peut-être on peut prendre une brique à la place, faire des choses avec les briques, tenir une brique dans la main, faire Utthita Trikonasana ou ne serait-ce que guerrier 2 avec une brique dans la main, Parshvakonasana ou avec la brique dans la main, etc., etc., etc. Bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très vite sur mes formations en ligne, sur mes formations présentielles, en retraite de yoga, sur ma plateforme Anjuli Yoga. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous n'avez rien compris à mon site internet. C'est normal. Merci et très bonne journée. Namasté.